Salut à tous. Du coup aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pas toute seule. Je suis avec Julien Vidal dans le même arrière-plan que la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, qui doit remonter un petit peu parce que je vais les poster un petit peu d'intervalle. Et du coup on avait parlé de plein de choses trop intéressantes justement sur comment changer le monde à son échelle, comment pas se culpabiliser, comment accepter justement de pas être parfait dans notre démarche écologique. Donc franchement je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle était hyper intéressante. Et aujourd'hui du coup on va vous donner un petit peu des astuces un petit peu plus pratiques, en particulier en voyage, parce que pour des astuces au quotidien, vous pouvez aller voir son blog, il y a déjà plein de choses, et pour les voyages aussi. Mais du coup, je me suis dit, vu que... C'est une bonne idée. Voilà, ouais. C'est pas mal, parce qu'on parle beaucoup de voyages sur ma chaîne quand même, c'est adapté, je trouve. Donc si tu veux juste redire peut-être quelques petits mots sur toi pour ceux qui n'auront pas regardé la vidéo d'avant, et ensuite justement tes astuces pour les petites astuces pendant qu'on voyage, pour justement réduire ses déchets, être plus écolo de manière générale, en sachant que déjà avec le voyage, forcément avec l'avion et tout ça, il y a forcément une part qui est un petit peu pas très bonne pour l'environnement. Justement, comment on compense ça pendant le voyage et tout ça. Ok, ça te paraît bien? Salut Émilie. Salut, moi c'est Julien et je suis porteur d'un projet qui s'appelle Ça commence par moi. Je me suis lancé un défi un peu fou, celui de tester et d'adopter dans mon quotidien 365 éco-actions en un an. Donc du coup, 365 jours et 365 éco-actions, ça faisait une par jour. Vous êtes fort en maths, comme moi. Et j'ai raconté tout ça sur un site internet qui s'appelle ça commence par moi.org. Je me suis rendu compte qu'en fait, se préoccuper de construire un monde meilleur et d'être avec une société plus responsable de l'environnement, enfin plus durable, plus équitable et plus heureuse, c'était finalement assez accessible et même au monsieur tout le monde que j'étais. Et effectivement, il y a pas mal d'actions que j'ai données dans plein de thématiques différentes. Vous pouvez aller voir, il y a vraiment comment consommer différemment, les fringues, la nourriture, comment s'éduquer, les films, les livres, comment se déplacer dans son boulot. Bref, il y en a plein de portes d'entrée, mais il y a aussi celle du voyage et je suis assez content qu'on puisse échanger sur cette thématique qui forcément me passionne, puisque je trouve que le voyage c'est quand même une manière assez extraordinaire d'accélérer sa construction personnelle, de sortir de sa zone de confort, de rencontrer des manières de vivre différentes et de voir toutes les beautés du monde. Moi, le voyage c'est vraiment ce qui m'a permis de me rendre compte de la situation actuelle dans le monde entier, mais surtout de voir à quel point on vivait sur une planète extraordinairement magnifique et à quel point j'avais envie de la préserver, cette planète. Tout pareil. C'est un petit peu là, mes déclics ont commencé, je pense, en voyage, parce que quand on est dans des plages magnifiques aux Philippines et qu'on se rend compte qu'on voit tous les déchets, ou quand on voit qu'en haut des montagnes, en Inde, ils sont en train de se battre pour de l'eau entre voisins, pour avoir de l'eau douce, alors qu'ils sont dans les montagnes. Enfin, c'est des choses, en fait, ça m'a pris et j'étais, mais c'est pas possible, en fait. Nous, on fait pas très attention forcément à ce qu'on fait, mais on se rend pas compte que c'est pas nous qui payons les premières conséquences, en fait, et que c'est eux. Et du coup, quand on va voyager et qu'on se rend compte qui paye les conséquences, on se prend une bonne claque et ça nous fait aussi du bien, parce que ça nous fait changer justement beaucoup de choses. Et du coup, j'avais un petit peu ce sentiment quand je voyageais, justement, de pas donner en retour et de pas être justement de pas contribuer comme je pouvais contribuer. Donc je sais pas si sur ça justement t'as peut-être t'as réfléchi un petit peu au sujet ou pas trop. C'est compliqué. Je commence quand même à dire, parce que je sais que le voyage c'est un sujet qui nous tient tous très à cœur et c'est une de nos libertés un peu ultimes, mine de rien. Et donc tout ce que je dis, c'est un peu les petites parenthèses avant de commencer. Tout ce que je dis ne regarde que moi et c'est vraiment ma construction personnelle. Voilà. On chemine tous par rapport à ça. Je veux absolument culpabiliser personne. Je sais que c'est un sujet qui peut être un peu touchy. Et donc vraiment, je vous fais juste part de mon cheminement à moi. Et j'ai pris, je pense là on peut le dire, presque des centaines, sans doute des centaines de fois l'avion. J'ai eu l'occasion d'aller sur tous les continents, donc je veux absolument pas sonner comme le donneur de leçons. Non, mais au contraire, c'est bien que tu le dises, parce que c'est des choses, encore une fois, dans la déculpabilisation et le fait qu'on fait de son mieux, qu'on est tous là pour faire de son mieux et essayer de donner le meilleur retour, c'est top. Voilà. Ce dont je me suis rendu compte maintenant, c'est que pour beaucoup, le voyage c'est un peu l'échappatoire d'un quotidien un peu morose. On n'est pas bien au boulot, c'est la merde dans la famille ou avec les amis ou quoi, je sais pas. Et donc on a envie de respirer de toute cette pression en ville et on s'échappe avec
les mêmes réflexes qu'on a un peu dans notre vie du quotidien, c'est-à-dire une to-do list millimétrée, l'obligation de voir ça, la pression des réseaux sociaux de se prendre dans telle pose avec telle lumière pour donner envie aux autres et apparaître sous un jour nouveau. Bon, ça, j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé et que le premier conseil que je me suis donné à moi-même, c'était de sortir de ça. C'était de dire, voilà, quand je vais voyager, je sais ce que je veux faire pendant les 3 premiers jours. Je sais où je vais, où j'arrive, j'ai à peu près une idée d'un hôtel, d'un lieu, des 2-3 endroits à voir absolument. Et après, je me laisse l'opportunité d'être surpris en fonction des rencontres et en fonction un peu de comment je sens l'endroit. J'irai pas forcément cocher toutes les cases parce que de toute manière, on n'arrive jamais à cocher toutes les cases. Et surtout, j'essaie de me laisser au moins, quand je voyage, plus de 2 semaines. Parce que je trouve que sinon, le temps de sortir de son quotidien, de son train-train, de ses habitudes, tout va trop vite. Ouais. Voilà. Et justement, c'est un peu quand on a moins de temps qu'on veut voir le plus de trucs possible parce qu'on dit j'ai que 10 jours, il faut on rentre, on est cramé. Ouais. On est frustré parce qu'il y a plein de choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu faire et en fait ça nous laisse pas le temps de faire ce qui est selon moi la chose la plus intéressante quand on voyage, c'est de rencontrer des gens. Ouais. En fait je sais pas vous mais moi quand je rentre et que j'en parle à mes potes, à ma famille et tout ça, le premier truc que je dis c'était j'ai vu tel endroit, c'était trop bien, j'ai mangé ça, c'était trop bien, paf, ça aura pris 5 minutes et ensuite il y a 2 heures de conversation, j'ai rencontré telle personne, ils étaient ouf, ils étaient trop drôles et puis ensuite il m'a amené en tel endroit et puis ensuite il m'a fait découvrir son chez lui et tout ça et en fait c'est ça, la rencontre, c'est vraiment une chose à laquelle j'accorde le plus d'importance. Si tout est minuté, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile. Ça m'amène sur mon deuxième conseil, en tout cas que je m'applique toujours à moi-même, celui d'essayer de passer par le plus possible le couchsurfing ou le woofing, ce genre d'occasion qui permet de sortir un peu des sentiers battus et de vivre l'expérience locale avec les locaux. Ouais. Voilà. Ils vont nous emmener dans leur bar, à eux, qu'ils aiment bien. Ils vont nous faire découvrir leur vocabulaire, leurs blagues, leur musée qui sera peut-être pas le musée phare, mais c'est vraiment l'expérience un peu comme chez les gens. Et puis en plus, c'est génial parce que du coup, il y a tellement d'opportunités maintenant de couchsurfing, de woofing, etc., qu'on n'aura jamais trop les mêmes expériences. Et ça me fait toujours du bien. Non, et puis c'est vraiment, comme tu dis, c'est le moyen de vivre, en fait, pour moi c'est le vrai voyage, quoi. Ouais. C'est le moyen de rencontrer des gens et c'est pour ça que j'encourage aussi à voyager seul. Oui. C'est parce qu'au final on n'est jamais vraiment seul, oui. Surtout si vous faites du couchsurfing, surtout si vous faites, voilà, quand on est seul, au moins on est beaucoup plus ouvert à rencontrer des gens et du coup on vit des choses incroyables. Et moi aussi, les voyages, les paysages, j'adore ça, mais ce qui compte surtout c'est les rencontres, c'est ces regards, c'est ces moments où tu essayes d'échanger avec l'autre mais que vous parlez pas la même langue, mais que voilà, avec le sourire ça fonctionne et c'est ça qui est beau, je trouve, en fait, quand on voyage. Mais c'est sûr qu'au final, en plus, c'est à la fois, ça rend le voyage plus beau et en même temps, ça le rend plus écolo aussi. Donc c'est ça qui est top, quoi. C'est ce genre de choses. Le couchsurfing, je vous le remettrai en description si vous connaissez pas, mais c'est génial. Je comprends pas. J'avoue, les gens qui partent à l'autre bout de la planète et qui terminent au Starbucks, qui terminent au McDo et qui terminent dans l'auberge de jeunesse qui est finalement dans les standards occidentaux. Mais dans ce cas-là, pourquoi ? Ça m'amène la troisième chose que j'adore faire en voyage, c'est sortir de ma zone de confort. Pour moi, le voyage, c'est vraiment l'occasion d'oublier complètement son quotidien et de dire, allez, on part à l'inconnu, on va se mettre en situation de danger. Bon, c'est un danger contrôlé. L'idée, c'est pas d'être dans des trucs qui peuvent vraiment nous faire du mal, mais au contraire, c'est de se dire, bon, je sais pas trop comment je vais réagir dans cette situation, mais c'est pas grave, notamment avec le couchsurfing. Tu vas dormir chez des gens dans des conditions qui sont pas celles auxquelles tu es habitué, mais à la fois, c'est génial. En Australie, j'ai eu l'occasion d'aller tondre des moutons avec un gars qui était professionnel de la tonte des moutons, d'aller sur des randos qui étaient vraiment particulières, d'aller pêcher d'une manière très particulière, d'aller voir le 14 juillet, pas le 14 juillet, la fête de l'indépendance aux États-Unis, un endroit connu que des locaux, et à chaque fois c'était des expériences qui étaient auprès desquels je serais passé à côté, c'est sûr, si j'avais eu le nez collé dans mon routard. Ce déclic, je l'ai eu le jour où j'étais à New York, j'étais allé voir un pote qui était au Canada à la frontière, et du coup on s'était dit, allez, on va faire le brunch à l'américaine, trop bien. On est allé à New York dans le brunch décrit par le routard et tout, et à côté des gens autour de moi, toutes les tables, les gens ils parlaient français, ils avaient le même routard, et là je me suis dit, non, j'ai pris le routard, je l'ai mis dans mon sac. C'est pas que c'est pas bien, tu vois, de lire un peu, de comprendre les codes, les choses à ne pas faire, 2-3 idées sur la monnaie, tout ça, mais après,
Oui, ça m'a fait la même avec le Lonely Planet au Sri Lanka, où je m'étais retrouvée à un point en fait où on était tous avec nos Lonely Planet dans la main, et là j'ai vu tout le monde, je fais non, plus jamais. Oui. C'est fini Lonely Planet. Non, et puis en plus il y a plein d'autres choses à voir. Mais en fait c'est un peu une histoire de lâcher prise quoi. C'est une histoire de se dire bah non, j'accepte que je vais pas tout voir, j'accepte que je vais peut-être pas faire les trucs touristiques qu'il faut absolument faire, mais à côté de ça je vais vivre une expérience qui va être beaucoup plus humaine et qui va m'apprendre beaucoup plus de choses et qui va me changer, parce qu'en fait le voyage nous change pas si on se laisse pas porter par des choses comme ça. Mine de rien, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une question du temps aussi, et que c'est pas évident. Maintenant, moi je préfère réussir à m'organiser avec mon boulot et partir 2 mois, 3 mois quand je vais à l'étranger. Et du coup, aujourd'hui, mon engagement c'est de prendre l'avion pour changer de continent une fois tous les 2-3 ans, pas plus. Parce que du coup, je veux vraiment essayer d'être au moins 1 mois à l'étranger, au moins 1 mois, et même plus idéalement, parce que c'est vraiment le temps qui me permet d'être sur place, de temps en temps de ne rien faire en voyage, c'est hyper important, de vivre le quotidien des gens, et idéalement pouvoir du coup me rapprocher d'assauts que je connais et de filer un petit coup de main, et ça du coup c'est l'occasion de reconstruire un léger quotidien dans son voyage, et ça c'est important. Si du coup j'ai pas le temps d'avoir ces 2 mois, parce qu'on a effectivement en tête l'empreinte écologique de l'avion qui est, dès qu'on passe un vol transatlantique, la plus importante que ce qu'on pourra jamais faire en une année. C'est énorme. Moi j'émets 2 tonnes de CO2 dans ma vie actuellement par an. Il suffit que je prenne l'avion pour aller à New York, je le double ce ratio. T'imagines tous mes gestes de ma vie, en 5 heures ils sont doublés en termes d'impact en CO2. C'est énorme, c'est énorme, et donc ça on s'en rend pas suffisamment compte. Je ne veux pas m'arrêter de voyager pour autant, et ma dernière expérience de voyage, c'était génial. Je suis parti faire un stage d'1 semaine avec les Glénans, l'association des Glénans, un stage de voile d'1 semaine à Paimpol. Ça coûte pas plus cher, parce que en fait, plutôt que de prendre un avion, d'avoir l'hôtel, etc., là on vit à bord et tout est inclus pour 500 €. Voilà, 500 € par semaine. Il me semble qu'en termes de voyage, ça va. C'est sûr que ça peut être moins cher, mais c'est une expérience géniale. On est en lien avec la nature, on a un autre rapport au temps, et du coup j'essaye de privilégier là vraiment toutes ces expériences, soit où je peux prendre le train. Là je suis allé en début d'année à Londres pour 4 jours, j'ai pris le train, tu vois, c'était parfait. Ou d'être aussi changer un peu ma manière de voyager avec d'autres moyens de se déplacer, et notamment là, prochain challenge pour l'année prochaine, ça va être de beaucoup plus utiliser le vélo, qui te donne aussi une autre manière de te lier à ton environnement, à voir les kilomètres défiler, à sentir les odeurs, entendre les bruits. Je pense que ça c'est... À sentir dans les cuisses aussi, c'est clair. Faut juste que j'arrive encore à convaincre un peu ma copine, si elle regarde cette vidéo, l'année prochaine, et faire pas mal de rando aussi, voilà, tout ça. Ok. Et du coup il y a un peu le conseil du slow travel. Exactement. Donc ça c'est et après le conseil aussi de du coup privilégier peut-être aussi de voyager plus localement quand on peut, quoi, d'aller un peu plus faire de la voile. On a quand même la chance, je vais sonner un peu chauvin, mais on vit franchement dans le pays le plus beau du monde, avec ni plus ni moins, non mais rien que ça. Et en plus ce qui est génial, c'est qu'en France tu fais 200 km et tu changes complètement d'ambiance, d'histoire, de gastronomie. Les territoires sont extraordinaires. On a des paysages comme le Grand Canyon, on a des paysages comme les déserts du Sahara, on a des montagnes extraordinaires, on a des falaises de calcaire, enfin on a vraiment des forêts magnifiques. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures, mais c'est ouf, c'est ouf. Non, c'est clair. Et je le dis quand même, j'ai attendu d'avoir 30 ans pour m'en rendre compte. Non, après il y a aussi le côté, tu vois, quand on se dit, il y a certains voyages qu'il faut faire maintenant parce que tu te dis plus tard j'aurai peut-être pas assez la forme, alors qu'en France tu te dis que voilà, tu auras peut-être un peu plus, mais en même temps il y a tellement à voir en France aussi, que je crois que ça suffirait pas d'avoir une retraite pour le faire. Non, et puis en plus ça c'est pas tout à fait vrai. On se dit on peut pas voyager avec des enfants, on peut pas voyager quand on est vieux et tout, et en fait j'ai eu l'occasion en voyage de voir des gens qui faisaient tout ça en étant vieux, en étant à la retraite, en louant une voiture, partir à l'aventure, avec des gamins qui avaient 2 ans, enfin vraiment... C'est ses propres limites. Ah oui, bien sûr. C'est sûr qu'à un moment on se dit bon, il faut arrêter son boulot, c'est pas grave, on arrête son boulot, on prend un an, et on réfléchit sur nous-mêmes, et peut-être qu'on va y retourner dans ce boulot, peut-être qu'au contraire c'est une respiration bienvenue pour se réinventer et donner une autre sens à sa carrière professionnelle. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est vraiment la question de comment on le voit en fait, comment on voit cette opportunité du voyage pour accélérer sa construction personnelle, je crois.
Puis je pense que la dernière chose aussi peut-être c'est quand on est sur place de faire attention à consommer localement, évidemment comme on disait, quoi, de pas aller dans les Starbucks, dans les machins, et faire vivre vraiment l'économie locale et aussi échanger peut-être, échanger avec les locaux en anglais, en français, pour voilà. J'apprends toujours moi les 5 phrases. Bonjour, comment ça va, merci, non merci, c'est très bon, c'est trop cher. Et puis voilà, tu négocies un peu, il y a le jeu comme ça, et tout de suite les gens ils voient que tu arrives à dépasser le bonjour, merci, et ils sont ravis, et ça change tout. Un conseil peut-être un peu plus logistique, mais je trouve que quand on part aussi en voyage, sur la forme, il y a le fait aussi de voyager léger qui m'aide beaucoup, et j'ai toujours un sac à dos qui fait 40 kg, pas plus, même si je pars un an. Et j'ai eu l'occasion de faire Australie-Nouvelle-Zélande en un an, et de passer de plus 40 degrés à moins 20 degrés, et pourtant de tout faire tenir dans mon sac à dos de 40 litres. Ça, je suis pas encore là, mais qui faisait 12 va kilos. falloir. Et c'était vachement bien, parce que du coup ça te permet d'être hyper flexible, d'être pas encombré par tous ces soucis logistiques, et d'être beaucoup plus réactif. Et du coup aussi, de choisir vraiment avec attention ce que tu vas mettre dans ton sac à dos. Et donc quand tu repars avec quelque chose, tu vas repartir avec quelque chose que tu as chéri, qui a un rapport très fort à une personne que tu as rencontrée, et du coup ça te permet aussi toi d'aller directement vers les locaux. Tu mets forcément les 2-3 petits trucs zéro déchet, comme si tu partais un peu en camping, ta tasse, tes couverts en alu ou en métal ou en bois, ce que vous voulez, ta gourde. On peut tout faire avec du savon de Marseille, ça c'est les conseils faciles en zéro déchet. Et bien sûr ce qu'il y a de mieux c'est d'aller faire les marchés quand on va bouffer, quoi. Parce que du coup on a des fruits exotiques, ça nous change, c'est frais, et plutôt que de terminer encore une fois à avoir des menus continentaux avec un œuf et du pain de mie, quel enfer. C'est clair. Mais du coup d'avoir aussi le sac à dos de voyager léger, ça permet même de trouver des fois des lieux, parce qu'on a plus la motive justement d'aller un peu plus loin pour chercher des petites guest house qui sont plus sympas, alors que quand on se balade avec beaucoup trop d'affaires, en fait on va un peu au premier truc conditionné. Voilà. Donc ouais, franchement ça c'est aussi ça change tout. J'en suis pas encore à 40 000, mais je crois que je suis à genre 50-60 000, ça va. Ok, il y a du progrès. Moi j'ai été toujours estomaqué de... C'est Sylvain Tesson et Alexandre Poussin qui ont écrit un livre absolument magnifique que je vous recommande, qui s'appelle La marche dans le ciel, et eux ils avaient un sac, il me semble qu'ils avaient 3 kilos, ils ont traversé l'Himalaya. Donc tu vois, chaque personne arrive avec ses capacités à voyager léger. C'est aussi l'autre constat que je fais maintenant, c'est qu'on a souvent en tête le fait que pour voyager, il faut poser ses fesses dans un avion pendant 10 heures, alors qu'en fait, voyager, c'est rentrer dans un restaurant indien, c'est ouvrir un bon bouquin et de lire ces aventures justement de Sylvain Tesson, Alexandre Poussin, de Moi Tessier, de tous ces grands explorateurs. Mais c'est aussi une autre manière de voyager qui est assez extraordinaire. Et puis le fait de faire soi-même une nourriture exotique, ça c'est toujours aussi des expériences que j'aime garder dans mon quotidien et qui sont, mine de rien, une autre manière de voyager. C'est vrai. Et c'est super intéressant. Moi je pense qu'on a donné pas mal de bons petits conseils là, boulot, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous poser en commentaire justement si vous avez d'autres questions et remarques. Partagez vos bons plans, vos expériences de Couchsurfing, s'il y a d'autres réseaux, parce qu'on en a cité que quelques-uns, mais il y a aussi le réseau des Warm Showers, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à les référencer. Ouais. Et puis évidemment je mettrai tous les liens des réseaux sociaux de Julien en barre d'infos avec son nouveau livre qui sera sorti depuis un moment, je pense, quand j'aurai posté cette vidéo. Je parle beaucoup d'ailleurs du voyage, j'essaie de répondre à la question qui est quand même dire qu'est-ce qu'on fait de l'avion. J'ai pris du temps pour y répondre et pour voir aussi le lien que le voyage avait recréé en moi avec la nature. Enfin, c'est une grosse partie à laquelle j'ai donné de l'importance dans le bouquin. Comme quoi il y a quand même, c'est toujours pareil, c'est un peu une histoire d'équilibre aussi, quoi. C'est pas tout noir, tout blanc. Merci beaucoup Julien, encore une fois. Merci Émilie, c'est génial de parler avec toi. Merci beaucoup. À très bientôt en tout cas. Salut. Ciao.